Salut à tous, épisode 1 avec les Dallas Mavericks. A priori, ça devrait être une fête et on est obligé de commencer sur un ton très très calme et endeuillé parce que c'est ma première vidéo sur NBA 2K depuis la mort tragique de Kobe Bryant. Kobe, sur lequel j'aurais mille choses à vous dire, mais par pudeur, je préfère encore attendre un petit peu. Simplement, voilà, au cours de la vie de chacun d'entre nous, on peut à tous les niveaux s'inspirer de cette fameuse Mamba mentality dont il était tellement, tellement fier et dont il a prouvé d'ailleurs qu'elle était tellement capable de l'emmener vers les sommets en tant que joueur, les sommets en tant qu'homme. Et voilà, je m'en tiendrai à ça, mais Kobe, tu vas vraiment nous manquer, pire que ça même. Les Dallas Mavericks, on a ici Luka Doncic, ça me permet de faire une transition un peu plus heureuse. Les Dallas Mavericks, ils ont un avenir qui est radieux. Et Rick Carlisle, j'adore ce coach, j'adore ce coach. J'ai fait cette partie parce que Dallas me semble avoir un potentiel incroyable et en plus permet de se poser plein de questions d'ordre stratégique. Et c'est un peu ce qu'on aime dans NBA 2K, c'est se poser des questions et essayer d'y répondre. J'ai démarré cette partie, c'était le 20 janvier. Vous voyez, Dwight Powell était pas encore blessé. On va évidemment ajuster ça un petit peu plus tard, avec donc pas mal de questions. Je vous le disais, c'est ça le moteur de cette partie. Des questions autour du rôle de Porzingis ou de son statut. Est-ce que Luka Doncic est correctement actuellement entouré? Est-ce que les contrats à l'été 2019 sont de bons contrats? On en parlera un petit peu plus loin. Est-ce qu'en fait, Dallas n'aurait pas besoin de bouger? On a vu qu'ils ont pris Willie Cauley-Stein, hein. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas à terme un gros pivot? Est-ce qu'il faut faire encore quelque chose d'ici à la trade deadline? C'est toute la question. J'ai donc démarré le 20 janvier sur un commencer maintenant, donc un My League, mais avec les classements de ce jour-là. On y va, revue d'effectifs rapide au poste de meneur. Il y a de vraies options avec de la qualité. Il y a de la qualité, il y a aussi de la qualité au poste 2. Alors Doncic, il est poste 2 là dans le jeu, mais en fait il est 1, 2 ou 3, hein, on s'en fiche. Euh, Limite, vu sa taille, on pourrait presque le faire jouer 4, mais chut, je vais pas m'amuser à ça. Seth Curry et Tim Hardaway sont vraiment, vraiment de très bons joueurs. Euh, je pensais pas dire une fois ça de Tim Hardaway et de son contrat catastrophique, parce qu'en fait il est en train de le mériter, le gars. Dorian Finney-Smith, c'est la bonne découverte de cette année, avec de gros progrès. Dorian Finney-Smith qui est en train de devenir un défenseur, allez, on va pas dire élite, mais de grande qualité IRL en NBA. Porzingis sur lequel on avait des doutes, qui en fait lève les doutes parce qu'il nous fait une super saison. Et Maxi Kleber, c'est un mec solide. Mec solide d'avoir la présence de Porzingis, évidemment, ça nous donne du bonheur parce qu'on peut faire ce qu'on ferait avec qu'on faisait l'année dernière avec Doncic et Nowitzki, sauf que là la version un petit peu plus jeune de Nowitzki, même si elle est moins complète et expérimentée, c'est évidemment Porzingis. Bon, super. À l'intérieur, on va en parler un petit peu plus loin. Pour moi, il y a 4 joueurs qui n'ont pas vraiment de raison d'être bougés dans l'immédiat, vu la longueur de leur contrat et vu le fait qu'ils ont été recrutés récemment. Je vois pas trop comment ils pourraient se débarrasser, sauf opportunité extraordinaire de l'un de ces 4-là. Ensuite, Dwight Powell, c'est du dead cap. Et oui, malheureusement, il est blessé très gravement. À partir de là, un talon d'Achille. Hein, été 2021 et avant ça, à mon avis, on n'entend plus trop parler. Ok, une option en moins. Donc, ça m'amène en fait à deux possibilités. Construire quelque chose autour de Jackson ou Hardaway, avec ou sans Courtney pour arrondir le trade et pour pouvoir permettre de viser quelqu'un qui a un plus ou moins gros salaire. Et, je ne l'ai pas écrit, mais je le dis, arrondir avec des deuxièmes tours de draft. Pourquoi? Parce que les premiers tours, ils ont déjà été envoyés à New York. Il y en a 2 qui sont à New York avec la loi Stepien. On peut pas vraiment en envoyer on peut pas en envoyer tous les ans. On est obligé d'en garder un sur 2.
Donc les Mavs, s'ils récupèrent pas des assets via un trade qui arriverait par exemple avant un autre, hein, ça peut arriver, c'est mort pour eux. C'est mort pour eux pour avoir vraiment beaucoup de matos à envoyer pour un trade massif. Donc on peut plus penser, s'il y en a un, pour moi la tendance elle n'est pas à ça. Hein. À mon avis, avec Willie Cauley-Stein, s'il répond un tout petit peu aux attentes, Dallas va terminer la saison. Mais s'il y a trade d'ici au 6 février, ce sera à mon avis plutôt sur Justin Jackson plus Lee ou bien sur Hardaway. Mais pourtant Hardaway c'est dommage de s'en défaire parce qu'en fait il fait quasiment sa meilleure saison en carrière. Il y avait aussi une très bonne saison du côté d'Atlanta il y a quelques années avant qu'il aille chercher son contrat avec les Knicks. 3 petits points. Mais à part ça, pour moi, Hardaway fait une super saison. Je sais pas si Dallas a vraiment intérêt à s'en débarrasser, sauf si justement en face il y a une offre intéressante. Donc c'est toujours il y a la loi de l'offre et de la demande. Bah ouais, et ouais. Donc qui veut quelque chose doit proposer autre chose en échange qui soit vraiment intéressant. Allez, début de l'avancée dans cette période. Je vais pas dépasser la trade deadline sur cet épisode-là parce que je suis en attente de ce qui peut se passer dans les jours à venir. D'ailleurs, si ça se trouve entre le moment où j'enregistre, là, moi, je suis vendredi, on est un petit peu avant midi, vendredi 31 janvier. Entre ce moment-là et le moment où vous aurez demain matin, samedi, la vidéo, à mon sens, il peut encore arriver quelque chose demain matin et tout foutre par terre. Pas grave, hein, je pense que vous comprendrez. J'ai des délais d'upload sur YouTube et je peux pas upload en moins de un certain temps en fait. Voilà, c'est ça mes contraintes parce que j'ai pas la fibre malheureusement. Sinon je proposerais des lives si j'avais la fibre et on pourrait un petit peu s'amuser autour de tout ça. Attention, Lou Will qui va shooter. Bah oui, évidemment. Si on donne des deuxièmes chances à ces Clippers, ça n'est absolument pas facile pour nous. D'ailleurs, ce match est difficile. Ce match est difficile, on est un peu sous respiration artificielle. Je vais comme ça chercher des petites fautes. On voit que Doncic est malmené par notamment Patrick Beverly. On est malmené et on tient, mais on est sur la corde raide. Vous savez, c'est ces matchs où vous êtes mené de quelques points. Ouais, Kawhi, magnifique, magnifique Kawhi. Vous êtes mené de quelques points et, vous survivez à -2, -4, -5. Et puis toute la question, c'est est-ce qu'il y a un moment donné où l'équipe adverse va se rapprocher du +10 pour elle, ou est-ce que vous allez continuer à rester au contact, ce qui peut permettre par contre du coup d'envisager en quatrième quart-temps, ou alors sur un gros passage en troisième quart, de revenir. Donc voilà, toute la problématique elle est là. Alors si on rate ce type de shoot ouvert, la Dylan Wright, que j'aime bien, hein, Dylan Wright que les Mavs sont allés chercher cet été, d'ailleurs il se récupère bien, vous avez vu, il repique le ballon dans la foulée pour un panier facile de Finney Smith. Donc il a effacé son erreur, Dylan Wright. Je l'aime vraiment bien. Les Grizzlies cet été ne se sont pas alignés alors qu'ils avaient la possibilité de le faire. Il était agent libre restreint. Mais ils n'ont pas souhaité s'aligner du côté de Memphis sur la proposition de Dallas qui a donc proposé 3 années hein, pour Dylan Wright. Donc c'est à voir. C'est un joueur, encore une fois, dont on a envie de voir où est-ce qu'il peut aller. Et puis là, nous, on a bien vu dans ce match jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Coup sur coup, Pat, puis Pat Bev se sont fendus de shoot à 3 points. Juste, bah voilà, ficelle, hein, ils nous ont fait ficelle. Et on a beau essayer sur le tard comme ça de trouver un petit peu d'adresse. Non, 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 c'est pas pour nous. Les Clippers sont vraiment au-dessus. Et d'ailleurs, plus de points en contre-attaque. Hein, c'est en partie là-dessus qu'ils gagnent le match. Et bon, ben voilà, on s'est fait prendre. C'est peut-être aussi un petit déficit d'adresse extérieure. Vous avez 0 sur 7 sur la droite du terrain, là, à 3 points. Donc, pas grand chose à redire, si ce n'est que j'ai eu un peu du mal à faire face à la défense sur Luka Doncic, qui était assez agressif, puisqu'ils se sont relayés, pendant le match, se sont relayés Beverly et Paul George, quand c'était pas Kawhi Leonard. Donc en fait, il y avait tout le temps un énorme défenseur élite sur Doncic, et mine de rien, j'ai eu du mal à sortir
de ça. J'ai du mal à en sortir. Dans la foulée, petite simulation du côté des Blazers, et voilà, on est obligé d'y passer. On est obligé d'y passer parce que, évidemment, Dwight Powell s'est pété. Alors, c'était un petit peu avant, il s'est pété contre les Clippers, mais voilà, j'avais pas fait la modif, donc je lui ai mis absence maximale. Voilà, tendon d'Achille. Et du coup, il faut trouver des solutions. Les solutions, pour moi, et d'ailleurs j'étais content parce que le lendemain ou quelques jours plus tard, justement à Portland, c'est ce 5 que je vais mettre là qui a démarré. Donc je me suis dit, punaise, je raisonne peut-être pas trop à l'envers quand même, hein, en voulant faire démarrer Porzingis en 5. Voilà, moi j'ai dit ça il y a 2 ans, je vous aurais rionné, j'aurais dit que Porzingis en 5, quoi, n'importe quoi, il n'a pas la puissance physique pour s'opposer dans la raquette. Euh, ouais, mais la NBA, elle évolue. Et au final, on peut tirer notre avantage de ce type de scénario. Dans le sens où Porzingis en 5, vous allez voir d'ailleurs dans les matchs qui suivent, hein, dans mon utilisation de Porzingis, il est évident que si tu as Porzingis en 5, c'est pas pour le faire charbonner en face de, par exemple, tiens, Rudy Gobert. Non, au contraire, c'est pour essayer de sortir Rudy Gobert de la raquette. C'est l'occasion d'évoquer un truc assez surprenant qui s'est produit justement. C'est arrivé là, Dallas contre Utah. Et Utah s'est aussi fait avoir sur le match d'après. Ils se sont fait avoir 2 fois d'affilée alors qu'ils étaient dans une grosse période. Hein, Utah Jazz, hein, ils étaient vraiment en plein rush. Deuxième à l'ouest, tout marchait. Et ils se sont fait avoir, faut pas qu'on rate les lay-ups hein, par contre, ils se sont fait avoir 2 fois d'affilée par une config small ball quasiment ultime, laquelle finalement ils ont eu du mal à répondre. Et c'est pas mon idée à moi, donc je vais rendre à César ce qui lui appartient. C'est Jacques Monclar, que je regardais NBA Extra, qui a une réflexion, comme d'habitude, hyper pertinente, qui, et je relaye son propos, disait ceci, il disait, en fait, c'est du délire de la part de Utah de ne pas donner plus le ballon à l'intérieur à Rudy Gobert lorsque en face il n'y a pas de présence athlétique suffisante et de taille pour, pour empêcher Rudy de faire un chantier dans la raquette, tout simplement. Et le jazz, pardon, c'est comme ça malheureusement un peu perdu tactiquement, à continuer à prendre plein de shoots externes, en gros à jouer comme l'équipe d'en face, et bon voilà, et donc perdre des matchs qu'ils auraient jamais dû perdre en la circonstance. Alors nous, je suis pas dans la situation aussi proche de la réalité, si ce n'est que oui, j'essaye quand même dès que possible d'emmener au large Rudy Gobert. Vous voyez par exemple là j'avais qu'est-ce que c'est malheureux ces séquences touquées là. Elles sont hyper malheureuses. Le mec récupère le ballon, du coup on se fait siffler un retour en zone, bref. Euh, J'essaye d'emmener au large autant que possible Rudy Gobert. Et c'est vrai que même si Donovan Mitchell fait un chantier absolu, hein, euh, honnêtement, c'est pas quelque chose de trop problématique parce que on arrive à avoir un peu à des moments la raquette qui est libérée. Donc, je vais tenter un petit coup en défense à ce stade-là parce que je trouve que Hardaway sur ce match-là ne défend pas généralement bien, notamment sur Donovan Mitchell qui est un peu indéfendable aussi, on peut l'avouer. Hein. Voilà, si tu viens pénétrer, mon grand, voilà ce qui t'attend, Donovan. Et en plus, on a récupéré une contre-attaque, puisque voilà, le jeu en transition a été très facile suite au contre de Porzingis. Et dans la foulée, encore une fois le contre, et il est signé Dylan Wright. Donc, coaching gagnant pour Ray Carlisle. La fin, c'est une affaire de lancer franc. Voilà, on l'a emporté vraiment sur rien. On l'a emporté sur pas grand-chose avec une adresse kata à 3 points. Donc quelque part, ça fait plaisir. Parce que gagner un match en faisant 1 sur 8 à 3 points, ça prouve on a su aller chercher autre chose. On a su aller chercher des points autrement. Voilà, donc petite satisfaction hein, que ce match-là, malgré un gros Donovan Mitchell, un gros Rudy Gobert. Par contre, Mike Conley et Bojan Bogdanovic aux abonnés absents et un gros Luka au scoring.
Voilà, pour ce qui est de la passe et des rebonds, on fera des stats dans un autre contexte. Donc, alors, je m'apprête à jouer contre le Thunder et je vois une compo totalement. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible de mettre Robertson et Noël titulaires. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Surtout que Gallinari, normalement, joue en ce moment. Il n'est pas blessé, Gallinari. Donc je vois pas pourquoi l'IA le laisserait blessé. Donc je vais aller récupérer la blessure de Danilo Gallinari. Je montre cette séquence là exprès pour ceux qui auraient peut-être un petit peu moins l'habitude du jeu que ce que je peux l'avoir, ou beaucoup d'entre nous tout court, hein. Et tu te demanderais comment est-ce qu'ils peuvent aller comme ça modifier des choses quand ils veulent coller à la réalité, comme c'est mon cas là. J'ai envie que Gallinari soit opposé à nous, et j'ai aussi envie que Noel ne soit pas titulaire. Donc on va aller solidifier tout ça, regardez, en allant choisir ici, laisser sur le banc, avec, pendant une saison. On va être sympa avec lui. Peut-être que l'année prochaine, il peut être titulaire quelque part. On va pas le condamner à vie à être backup. Et même chose pour Robertson. Voilà, on va laisser sur le banc avec. Voilà, du coup, en fait, ce qui est cool, c'est quand vous faites ça, l'IA, automatiquement, elle corrige. Donc, le jeu est quand même super bien fait. Il est super bien fait. On corrige automatiquement. Et regardez, Ferguson, Gallinari. Tout va bien. On peut enfin jouer ce match contre donc le Thunder. Thunder en plus c'est très intéressant pour les Dallas Mavericks parce que c'est une équipe qui est en concurrence directe avec Dallas pour un spot de, on va dire, sixième. Hein. Si Dallas se mettait un petit peu à craquer à l'ouest et perdre quelques matchs, on a vu que Dallas a eu sa période où ils étaient quasiment injouables à un moment donné, et où après quand même, il y a des moments où ça pioche un peu dans certains matchs. Hein. Donc ici contre le Thunder, il y a double enjeu. Il y a non seulement essayer de prendre une victoire, hein, mais il y a évidemment essayer d'infliger un match de retard à une équipe qui pourrait vouloir essayer de nous rattraper. Donc voilà, match encore plus important que ne peuvent l'être d'autres matchs. La malice de Gigi Barrea pour répondre à la pénétration de Schroeder sur laquelle il n'avait pas été capable de défendre. On trouve du shoot externe. Seth Curry, c'est très précieux de l'avoir dans une équipe. D'avoir ce type de shooter là, franchement, c'est. Et pourtant, vous savez que je suis pas un apôtre des joueurs qui shootent et ne défendent pas très bien. C'est pas mon style de joueur. Mais honnêtement, dans ce contexte-là de Dallas où de toute façon, on n'est pas une équipe qui peut tout miser sur la défense. Hein, c'est comme selon l'expression consacrée, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et ben, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et dans cette optique-là, l'ami Seth Curry, il est précieux. Faut quand même se le dire. Ah là là, on rate des. Il y a des jolis enchaînements proposés automatiquement par l'intelligence artificielle des joueurs, leur QI en fait, hein, qui est modélisé par ce biais. Et malheureusement, on n'arrive pas à filocher. Donc on se retrouve. Yes, c'est beau ça. C'est très bien joué Porzi. On se retrouve donc un peu en difficulté. Vous voyez que pour ce match, par exemple, je n'ai pas encore mis Willy Cauley-Stein. Hein. Je vais faire le réajustement juste après. Voilà, allez mon petit. Allez mon petit. Voilà, on compte sur Porzingis pour nous ramener dans ce match où au début on n'avait pas trop l'adresse et où au fur et à mesure, malgré les provocations de faute de Gallinari, qui en plus est une assurance vie hein, au lancer franc, Gallinari c'est un des meilleurs shooters de lancer franc de la ligue. Hein. On se retrouve. Allez, on est au contact. 27-31, il faut arriver à revenir. C'est justement tout ce que je vous disais. Maxi Kleber, swish. Voilà, bravo. Le petit pick and pop. Hein. Il n'y a pas qu'avec Porzingis qu'on peut le faire. Et derrière, je me prends un pull-up alors qu'il fallait que j'aille probablement à la pénétration. Bref, voilà. On s'encaisse encore un panier. C'est pas gagné. C'est pas gagné. On sera revenu à 2 points seulement en fin de troisième quart. Et là, il y a quand même un monstrueux shoot de Tim Hardaway qui nous fait passer devant, j'ai envie de dire. Enfin, on passe devant. Et c'est sur une séquence où c'est notre 5 mineur, entre guillemets, qui est sur le terrain. Donc je suis assez content.
bonne contribution du banc. Ensuite, les titulaires sont revenus, vous le voyez. On fait feu de tout bois. Hein. Dès lors qu'il y a comme ça un démarquage, parce que la défense a voulu rester un petit peu trop longtemps, il faut pas hésiter. Ici, séquence intéressante, parce qu'il y a eu un switch provoqué par la pause d'écran de Adams, qui se retrouve ensuite, du coup, en mismatch, et qui termine. Voilà, c'est des séquences très intelligentes proposées par le jeu, ça, et qui sont difficiles à défendre, hein, pour être très franc. Il fallait tout de suite passer sous l'écran. Il y avait quelque chose à faire, évidemment, qu'il n'y a jamais rien à faire. Mais en tout cas, pour le coup, je me suis bien fait avoir et c'était bien joué de la part du jeu. 43-41, allez, c'est très serré. Balle à Chris Paul, qui est défendu par Bronson, ce qui n'est pas non plus la sécurité sociale. Hein. Mais bon, on fait comme on peut. Shai en pénétration, qui provoque les 2 lancers. Très bien, un joueur que je vénère littéralement, Shai Gilgeous-Alexander. C'est pour moi limite de l'adoration pour ce joueur, tellement je le trouve extrêmement sympathique. Heureusement, Chris Paul a raté ici son petit shoot à mi-distance. Et voilà, qui est-ce qui se propose? C'est Luka. C'est Luka qui se propose ici sur la contre-attaque avec les 2 lancers. Ou plutôt d'ailleurs, excusez-moi, un seul sur 2. J'ai raté un lancer, ce qui est quand même assez grave. J'ai raté un lancer, mais heureusement, derrière, il y a une défense plus que correcte qui permet... Allez, on a un ballon de la gagne. Un ballon de la gagne, ou en tout cas un ballon pour passer à plus 3. Si on passait à plus 3, ce serait quasiment gagné. On va pas se perdre trop. Et voilà, vous voyez, j'ai fait exprès de passer devant le défenseur pour que Porzingis ensuite puisse aller faire son appel plus du côté allez, pas le corner, mais en tout cas la zone intermédiaire. Et ça a été le panier décisif donc pour Porzingis, qui nous offre, avec Luka Doncic quand même qui a pas mal contribué, mais une jolie victoire. On a été pas mal à 3 points, les autres ont été catastrophiquement maladroits du côté du Thunder donc. Domination légère au rebond, mais c'était pas non plus honteux. Si on regarde la petite opposition, on voit que Chris Paul a été gêné et Luka Doncic fait un vrai bon match. Gallinari et Adams ont quand même contribué, hein, mais donc Doncic Porzingis le duo gagnant, et ça fait très peu de temps que je joue avec Porzingis en 5, mais je suis déjà convaincu. In-game. In-game, je suis déjà convaincu. Alors vous avez vu qu'il joue pas tout son match à 5, hein, vous avez vu dans ma rotation juste avant. Là je suis en train de préparer le terrain, parce que c'est ce qui s'est passé à IRL pour le trade de Willie Cauley-Stein, puisqu'en fait, moi techniquement je suis obligé de me servir de Justin Patton, qui dans la pratique a été coupé ou peut-être sera sur le point de l'être parce que son contrat est pas totalement garanti. Mais le jeu il demande parfois certaines astuces par rapport au nombre de joueurs, par rapport au fait que les, les contrats, vous savez, les contrats en NBA, ils sont pas comme dans 2K. Ils sont garantis à une certaine mesure. Évidemment que la majorité des joueurs, surtout les plus forts, leur contrat il est 100% garanti. Mais il y a comme ça des joueurs un petit peu plus faibles pour lesquels le contrat n'est que partiellement garanti. Ce qui permet en fait dans la saison, quand on a besoin de libérer un spot dans un roster, ça permet du coup votre spot vous le libérez en coupant un joueur comme ça qui a un contrat très faiblement garanti ou pas garanti du tout, ce qui vous coûte rien au niveau du salary cap, il n'y a pas d'impact. Et donc en l'occurrence, Willie Cauley-Stein, il a été envoyé par les Warriors du côté des Mavericks contre un second tour de draft, et c'est tout. Ce qui est à avouer quand même que si on nous avait dit il y a 3 ans ou 4 ans que Willie Cauley-Stein serait un jour bradé quelques jours avant la fin du mois de janvier 2020 contre un second tour de draft, on aurait tous halluciné. On aurait dit mais non quand même, premier tour minimum. Ben non, ils l'ont bradé les Warriors. Faut croire que ça collait pas du tout du côté de Golden State avec ce joueur-là. Je prends beaucoup de shoots en première intention. Hein. Vous avez remarqué, c'est un choix. Hein. C'est un choix. Alors qu'avec d'autres équipes, j'en prends moins. Mais là, j'hésite jamais. Porzingis, dès qu'il a une possibilité de shoot ouvert ou quasiment semi-ouvert, je le fais bombarder. C'est comme ça. C'est son rôle. Et d'ailleurs, de préférence, je lui demande de sortir. Regardez aussi
Brunson, faut pas hésiter, dès qu'on a un spot. Il a une mécanique de shoot qui est assez rapide, ce qui permet de déclencher assez rapidement. Voilà, ça dépend des joueurs. Je prends un exemple. Dejante Murray au Spurs. Allez, celle-là, elle fait kiffer, celle-là. Ça me fait kiffer. Vous savez pourquoi? Parce que IRL, on a vu Porzingis prendre des coups de chaleur à des moments, il y a quelques semaines, enfin, il le fait régulièrement. Hein. Et ainsi, il avait comme ça aussi pris des shoots comme ça, 2-3 mètres derrière la ligne à 3 points. Ficelle, quoi. Vous avez déjà imaginé un mec de 2 m 21 qui met des ficelles à 3 points à 3 mètres derrière la ligne. Est-ce que c'est pas monstrueux quand même ce truc-là? Bref, voilà, encore une fois, Porzingis chaleur. Hein. Là, c'est un match où ça me met dedans. Pourtant, j'ai monté les paramètres de l'IA, là. Je suis au-delà du superstar, mais je suis pas en Hall of Fame. Je jouerai pas en Hall of Fame parce que je trouve ça pourri, cheaté. Mais par contre, je suis au-delà du superstar. J'ai un peu complexifié les sliders. J'en parlerai, mais je fais des tests. Donc je préfère me fermer ma bouche tant que j'ai pas de certitude sur un sujet. Hardaway, non. Ouais, je vous ai dit qu'on était en adresse ultime sur ce match-là, c'est qu'on on prend du coup un écart quand même assez fort. Mais après, il y a quand même Devin Booker. Et Devin Booker, c'est quand même pas n'importe qui. Il est capable de planter beaucoup de points, des séries, des accès de chaleur, lui aussi. Donc méfiance, je coupe avec un temps mort. Vous voyez, dès que j'ai un peu un doute, ou que Devin Booker enchaîne 2 paniers, là j'en profite. Je coupe la séquence. Tiens, pas mal sur la contre-attaque pour College Time au buzzer du troisième quart-temps. Vous voyez, non, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Je vais pas terminer mon propos un petit peu plus tôt, je disais, j'ai tendance à utiliser Porzingis en 5 au début du match et en fin de match. C'est tout. Sinon, pour le reste du temps, je le joue en 4. Et la rotation au poste 4, du coup, c'est Porzingis, Kleber. Mais en 5, yes, la petit contre en aide là. Revenu en aide défensive Porzingis. Le reste du temps, voilà, hein, Porzingis joue 4 et il démarre et finit en 5, ce qui fait quand même du temps de jeu pour l'ami Willy Kolestein, hein, auquel il faut donner quelque chose. Kleber, il faut lui donner aussi un petit peu à manger. Et par contre, Boban, avec son statut de vétéran, il peut comme ça ne pas jouer certains matchs. C'est pas très grave. Pas très grave. Un bon Hardaway, hein, c'est pour ça que je suis un peu réticent à le bouger. On verra ce qui arrive d'ici à la trade deadline. Au niveau du classement, après avoir fini les stats, au niveau du classement, on n'est pas si mal que ça à ce stade. On pourrait presque lorgner sur le top 4, en fait. Il n'est pas hors d'atteinte, c'est pas irréaliste d'y penser. Les Mavs y ont déjà été cette saison, donc à voir. Mais ce qui est certain, plutôt que partir sur des trucs hypothétiques, ce qui est certain, c'est que je continuerai la partie. J'attends un petit peu d'en savoir plus. Et au prochain épisode, le 2, on saura exactement ce qu'ont fait les Mavs au moment de la trade deadline. Et donc, on saura exactement à quoi s'en tenir. Voilà, j'essaie un petit peu dans cette partie, au moins au début, de suivre un petit peu l'actualité de la NBA et en tout cas surtout l'actualité autour des Dallas Mavericks. Mais vous verrez pas que j'ai aussi du Memphis Grizzlies à vous proposer dans hyper peu de temps. Je vous dis à très bientôt et encore une pensée pour toutes les victimes de ce drame absolument monstrueux. Voilà, RIP Kobe.